Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Myrne et je vous invite à venir avec moi à travers les épisodes de ce podcast à la rencontre d'une étoile. Il ne s'agit pas ici de parler astronomie, mais plutôt de partir ensemble à la rencontre de personnes qui, de par leur parcours, leur force de caractère et leur motivation, ont réussi à construire une vie qui leur corresponde et ainsi briller comme des étoiles. Que ce soit à travers leur métier, leurs loisirs, leurs projets, etc. J'espère de tout cœur que ces épisodes vous donneront une bonne dose d'inspiration et de motivation ou vous permettront tout simplement de faire la connaissance de ces personnalités. Dans ce premier épisode, nous partons à la rencontre d'Audrey Ranjamanjatu. À 24 ans, elle est à la tête de l'association Malagasy Women Empowerment, une association qui a été créée en mars 2018 et qui œuvre à l'amélioration des conditions et des représentations de la femme malagasy au travers de toutes les générations. Mais ce n'est pas tout, car Audrey est une jeune femme avec beaucoup de ressources. Elle a également sa propre activité qui s'appelle 24 Hours with Dre ou tout simplement 24 HWD et elle s'est aussi récemment lancée sur YouTube. Je vous invite à découvrir aujourd'hui, à travers cet épisode, une jeune femme forte, persévérante et créative et qui nous parle de son parcours en toute authenticité et avec la spontanéité qui la caractérise. Bonjour Audrey. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Oui, très bien. En tout cas, merci beaucoup d'accepter d'être la première invitée de ce podcast. Tu es la première, tu es celle qui inaugure ce podcast à la rencontre d'une étoile, donc merci beaucoup. Alors du coup, on va directement entrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu souhaites? D'accord. Je m'appelle Audrey Ranjamanjatu, j'ai 24 ans, je suis malgache, j'ai vécu à Madagascar jusqu'à mes 18 ans. Et là, j'ai fait mes études en France, ça fait 5 ans. J'ai fait une licence de géographie, puis après, je suis passée en master géomarketing en alternance. J'aime beaucoup Drake, donc voilà. Pour son mental, les tortues, donc les animaux, les tortues, surtout les tortues. Et j'ai beaucoup d'autres passions aussi, en plus des projets qui, la peinture, vraiment créer des choses manuelles, par exemple. D'accord. Et pourquoi Drake, juste du coup bon, c'est pas dans les questions, mais pourquoi Drake? Ah oui. Drake, parce que j'aime beaucoup son mental, en fait, surtout dans les premiers albums, il avait vraiment des paroles hyper profondes et tout. Et surtout, au niveau du mental, c'est toujours quelqu'un qui a vraiment bossé en plus de ce qu'il avait déjà, en fait. Et du coup, pour moi, c'est un businessman un peu plus qu'un rappeur parfois, mais je l'aime beaucoup pour sa mentalité, voilà, et ses albums. D'accord, ok. Donc, parce que du coup, non, mais ça tombe bien parce que une de mes questions, c'était est-ce que tu as des mentors pendant tout ton parcours? Est-ce que tu as eu des mentors? Donc, de ce que je comprends, Drake, en tout cas, peut-être pas un mentor, mais c'est une personne qui t'a inspiré dans ton parcours. Qui d'autre t'a inspiré dans ton parcours? Parce que, moi, de ce que tu me dis, tu as grandi à Madagascar, tu es venu en France. J'ai aussi vécu un petit peu la même chose, donc je sais que c'est pas quelque chose de forcément facile. Est-ce que tu as eu des personnes, justement, qui t'ont aidé, qui t'ont inspiré dans tout ce parcours? Oui, d'abord je peux parler des femmes de ma famille, donc surtout ma grand-mère et une de mes tantes qui m'ont beaucoup aidée ici en France. Après à Madagascar, j'ai une partie de ma famille qui m'a beaucoup aidée, on est assez proches, etc. Donc c'est ça qui m'a beaucoup motivée aussi dans tout ce que je fais, donc toutes les leçons de vie. Après en tant que personnalité, je dirais vraiment Michelle Obama, donc c'est vraiment une personnalité pour moi qui est hyper inspirante. Donc je suis allée à ses conférences, j'ai lu ses livres, etc. Donc elle m'inspire beaucoup. Après, il y a Gisèle Rabessaal, donc qui était ancienne ministre de l'économie à Madagascar, qui était donc la première femme ministre à Madagascar, qui avait vraiment une bonne mentalité et qui disait qu'elle préférait être au service de sa nation que d'un homme. Donc je trouve que faut le dire à Madagascar, franchement. Et sinon, à part ça, je dirais vraiment des grands sportifs, surtout ceux qui ont fait les Jeux Olympiques aussi. Parce qu'à la base, je suis sportive aussi. Donc en fait, vraiment Michael Phelps, Simone Biles et aussi d'autres sportifs qui sont vraiment une source de motivation dans tout ce qu'ils font en fait, vraiment dans le caractère et tout.
Mhm. Et donc du coup, enfin de ce que je vois en fait parmi par rapport aux personnes qui t'inspirent, c'est un peu ces personnes-là aussi qui t'ont, on va dire, c'est qui t'ont inspiré par rapport à voilà, à façonner ton mindset pour aussi t'aider à mettre en place tes projets, si je comprends bien du coup. Oui, carrément oui, parce que je vais pas mentir, hein, je me suis pas faite toute seule et il y a des moments, oui, peut-être, mais sinon en général, c'est beaucoup aussi l'éducation qui te permet en fait de vraiment forger une certaine mentalité, etc. Donc mon père, par exemple, m'a beaucoup éduqué au sport, etc. Donc forcément, c'est toujours un peu les sportifs qui sont les premières sources d'inspiration. Et puis vis-à-vis des femmes de ma famille, après j'ai trouvé d'autres figures aussi malgaches ou pas malgaches, féminines qui m'ont beaucoup inspiré à faire ce que je fais aujourd'hui aussi. D'accord. Ok. Bah du coup, tu parles de ce que tu fais aujourd'hui. Je me suis un peu baladée sur ton compte Instagram, donc j'ai vu que tu avais, enfin, tu t'es multitâche, hein, on va dire ça. Tu fais tu mets en place plusieurs activités. Et le plus gros, je dirais, en tout cas celui que je connais, et Mm. après j'ai découvert les autres, c'est donc c'est une association en fait, on va dire ça, Mm. l'association Malagasy Women Empowerment avec Yes. l'accent. Ah ouais, super. Cette association a été fondée en mars 2018. Mm. D'où est venue l'idée de créer cette association-là? Alors MWE, ça vient aussi d'une petite histoire personnelle à la base, où par exemple je m'étais déjà fait agresser à Tana, à Mm. Paris, la même chose. Enfin, une personne qui m'empoigne les seins en pleine rue, en journée. Oui. Toi, t'es habillé, tu mets un pull, etc. C'était un peu traumatisant quand même sur le coup. Et beaucoup de choses en fait, d'histoires de copines, d'histoires de cousines, d'histoires d'amis, enfin beaucoup d'histoires en fait qui se répétaient et au bout d'un moment je me suis dit en fait c'est pas normal de devoir vivre dans un climat où même quand tu mets un pied dehors en fait t'es pas en sécurité, même quand t'es à la maison à Madagascar, on sait que une bande de personnes va une bande de personnes va essayer de comment dire, de vandaliser chez toi et peut-être que toi aussi tu y passeras puisque il y a beaucoup d'histoires de filles qui sont violées pendant les cambriolages, etc. Donc en fait c'est plein d'histoires comme ça qui m'ont vraiment motivée à créer ce mouvement-là parce que je me suis dit que c'est pas normal vraiment de devoir vivre comme ça dans un pays où tu te sens pas du tout en sécurité. Et ensuite, je me suis dit, ben, si moi j'ai vécu ça, ça doit être 3 fois, 10 fois pire chez d'autres femmes, quoi. Mhm. Et comment tu as fait du coup pour le monter? Parce que là, bah là on est en 2021, il y a 5000 followers sur Facebook. Enfin, j'ai vu il n'y a pas longtemps que vous avez mis en place, vous avez une structure là en Oui. place actuellement il n'y a pas longtemps. Enfin, Mhm. est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les péripéties que tu as vécues? Ça marche. Ok. En 2018, en fait, j'ai rejoint à la base le mouvement Madagascar Rise. Mhm. Et en fait, en fin de compte, juste sur un problème de gouvernance et qu'on n'arrivait pas trop à s'épanouir dans le mouvement, on a décidé en fait en 2019 ou 2020 même de se retirer du mouvement en fait et de créer une structure indépendante. Donc en 2018, la cause des femmes, ça passait vraiment au-dessus de la tête de tout le monde, quoi. C'était pas, entre guillemets, tout le monde disait que c'était pas la priorité, que la priorité c'était autre chose, que l'égalité c'était un, un phénomène, quoi. C'était un mouvement, c'était une mode, en gros. Et donc, en fait, les gens se sont pas du tout rendus compte en 2018 que c'était hyper important. Quand tu dis, juste, quand tu dis les gens, c'était qui? C'était les gens de Madagascar Rise ou alors c'est les gens en général? Bah, les gens en général, surtout la communauté malgache, je vais le dire, ils n'ont pas été hyper réceptifs à la base, Mhm. femmes comme hommes, hein. On avait quelques hommes qui s'intéressaient, mais encore ils faisaient déjà partie d'associations engagées et tout ça, donc on s'est dit on n'arrive pas du tout à toucher les gens. Et en fait, même au niveau de la communication, on n'était pas du tout agressif, quoi. C'était pas comme aujourd'hui où on poste presque tous les jours. C'était vraiment, on restait dans notre coin, on essayait de faire des choses et tout ça. Puis au bout d'un moment, c'est pas viable en fait, parce que tu te dis, il y a tellement de choses à faire et il y a tellement de possibilités. Et on a eu la chance en fait de rencontrer Monsieur Patrick Rakout-Malal, qui est fondateur de Fact Madagascar, qui est un incubateur social ici pour les associations, qui nous a vraiment en fait motivés à voir plus grand.
Donc nous, on partait sur des petits financements, 1 000 euros, 2 000 euros. Lui, il nous a dit, mais qu'est-ce que vous faites si vous avez 100 000 euros, 1 million d'euros, quoi. Et là, on était incapable de répondre. À ce moment-là, tu te dis, il y a un petit défaut d'ambition aussi, tu vois. Donc du coup, après MWE, après une petite réunion avec lui, on a décidé d'accélérer les choses et on a postulé à beaucoup d'appels à projets, on a posé les statuts, on a ouvert notre compte bancaire. On s'est dit, ok, au niveau administratif, faut y aller, quoi. Et c'est comme ça que ça a beaucoup grandi ensuite. D'accord. Et donc là, en fait, là, pour financer, du coup, donc là, juste, du coup, les actions que vous mettez en place, c'est essentiellement à Madagascar, ou vous avez aussi des actions pour les, on va dire, les femmes malgaches en France? Donc oui, en fait, on s'occupe et des femmes sur terrain, donc à Madagascar, aussi des jeunes hommes, en fait, qui sont intéressés par la cause, qui sont intéressés à s'engager. Ensuite, on s'occupe aussi des femmes de la diaspora. Donc là, on a des antennes, donc en France, ici, c'est un peu le siège social, entre guillemets. Il y a Luxembourg, maintenant, où on a une bénévole du Luxembourg qui s'est dit, moi, j'ai vraiment envie de participer, niveau financement, niveau je fais ce que je peux faire de mon côté, et voilà. Et en fait, on s'occupe aussi des femmes de la diaspora parce que derrière tout ça, on a très peu de représentation. En fait, les femmes malgaches sont sous-représentées. Sur Google, tu vas trouver vraiment des articles abominables, des photos hyper suggestives, etc., qui représentent pas du tout tout le travail qu'on fait, toute la représentation que les femmes malgaches ont. Et on essaie vraiment de visibiliser les femmes autant à Mada, autant à l'extérieur. Voilà. D'accord. Et concrètement, c'est quoi les actions en place? Je ne sais pas si vous mettez les mêmes actions en place ici en France ou à Madagascar. C'est quoi les actions que vous mettez en place? Alors, généralement, quand on est à l'extérieur, ça va être beaucoup d'administratif. Donc, beaucoup de recherche de financement, beaucoup d'organisation un peu en extérieur, donc recherche de bénévoles. On essaie de participer à beaucoup d'événements pour vraiment visibiliser nos initiatives et ouvrir en fait notre réseau, communiquer dessus et vraiment montrer qu'il y a des choses qui se font à Madagascar, ne serait-ce que pas seulement nous, mais beaucoup d'associations font des choses à Madagascar. Après, ce qui est fait à Madagascar, c'est du pur terrain. Généralement, on va distribuer des serviettes hygiéniques, on va parler à des femmes battues, on va discuter avec des associations qui travaillent déjà dans des quartiers précaires, etc. Donc, on n'essaie pas d'inventer l'eau chaude, en fait. Tout ce qui existe à Madagascar, tout ce qu'on fait, c'est on le renforce. D'accord. Et tout ce qui n'a pas été fait dans certaines zones, on le fait. Donc c'est ça, c'est plutôt ça la logique. Donc votre action aujourd'hui à Madagascar, c'est dans tout Madagascar, ou alors vous êtes pour l'instant localisé sur certaines régions? Alors moi je vais le dire, généralement on a tendance à se focaliser un peu sur Tana, la région Nalamingue. C'est généralement la région qui est la plus assistée au niveau des associations. Mais sauf que là on essaie vraiment d'ouvrir le champ. Donc pour la campagne Fatmoula Sramana, on a fait Fénérivest, on a fait Thomas, donc la présidente Fénérivest, quelques filles de certaines écoles. On a fait Touliard, on a fait on voulait faire Samba aussi, mais du coup on n'a pas eu le temps. Il y a aussi vraiment on essaie de toucher toutes les provinces et l'objectif c'est de trouver tout le temps un représentant d'une association qui est déjà là-bas. De ne pas essayer de trouver un nouvel interlocuteur qui est sorti de je ne sais pas où, tu vois, c'est vraiment essayer de trouver des gens qui sont déjà là-bas, qui ont déjà fait des choses, qui ont des contacts. Donc c'est un peu, je dirais pas tout Madagascar, mais on essaye quand même d'ouvrir le champ. Petit à petit, un peu. C'est ça. Petit à petit, ok. Du coup, là, en ce moment, avec vos actions, là, est-ce que vous voyez, comment dire, est-ce que vous avez des retours des femmes que vous aidez? Enfin, comment elles se sentent, du coup, par rapport aux actions que vous menez sur le terrain? En fait, ce qu'on remarque le plus souvent, c'est que les femmes se sentent isolées. C'est qu'elles disent qu'il n'y a pas de structure qui les aide, ou sinon il y a des structures, mais ça va se faire très rapidement. Et puis après, elles se sentent pas vraiment, en fait, vues. Et le retour qui revient très souvent, c'est qu'elles nous remercient beaucoup d'avoir pensé à elles, d'avoir distribué des serviettes. Donc généralement dans les prisons, en fait, elles sont hyper touchées quand elles voient juste. En fait, quand elles sentent juste de la visite. Et vraiment par rapport aux autres, les autres femmes, je dirais celles qui ont été victimes de violences,
elles essayent surtout de se reconstruire quand elles nous parlent. C'est pas trop essayer de trouver tout de suite la solution et essayer de tout de suite porter plainte, etc. Généralement, quand elles nous parlent, c'est vraiment le soutien psychologique qui est hyper important. D'accord. Et du coup, j'imagine que, parce que vous l'avez peut-être partie distribution de serviettes hygiéniques, par exemple, mais là, tu me parles de soutien psychologique, donc vous êtes accompagné par toute une équipe, en fait, là-bas. Là, tu me dis soutien psychologique, donc il y a sûrement des médecins pour les femmes battues ou des psychologues. Comment vous avez fait pour vous entourer de ces personnes-là? D'accord. Surtout Facebook, Mm. parce qu'à un moment, ça fonctionne bien là-bas et Ouais. les réseaux sociaux, ça fait parler ça fait parler du mouvement. Et en fait, tous ces experts-là, généralement, je les ai retrouvés dans un groupe où en fait, à la base, elles agissaient déjà. Et ensuite, moi, je les ai contactés pour leur dire, écoutez, nous, on ne sait pas comment agir face à cette situation-là. Est-ce que vous avez de l'expertise à nous apporter, surtout juridique? Quand question des médecins, on dit par exemple à Chirac qu'on connaît tel médecin directement et la personne va se rendre en disant que elle vient au nom de l'association, etc. Donc en fait, toutes ces personnes-là, on les a découvertes vraiment sur les réseaux sociaux. D'accord. Il y en a beaucoup qui sont devenues des sœurs d'armes. Vraiment, je les ai rencontrées par hasard. Et là, aujourd'hui, on a de super bonnes relations et on travaille hyper bien ensemble. Et comment il a été donc là là on a parlé des populations hein, qui bénéficient du projet, mais globalement comment il a été reçu ce projet, en tout cas comment il a été oui, comment il a été reçu par les Malgaches globalement ce projet, parce qu'on va pas se mentir, je vais peut-être me faire lyncher, mais Madagascar c'est quand même un pays assez patriarcal on va dire, donc comment il a été reçu, enfin comment ce projet de mettre un peu plus la cause des femmes en avant. Là tout à l'heure tu disais que c'était pas quelque chose qui était pas très prioritaire. Donc voilà, comment ça a été reçu par les Malgaches? C'est ça. Moi déjà dans le combat féministe, je dis que faut un peu être têtu quoi. Il faut être un peu têtu et il faut être vraiment ferme sur ses positions. Parce qu'à Madagascar, les gens peuvent vraiment te faire dévier un peu de ton objectif. Ils vont te dire c'est pas la priorité. Ils vont te dire non, 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 mon établissement a pas besoin de ça. Vous allez pervertir les enfants. Les choses comme ça, on en a vu, hein, on en a entendu sur les groupes Facebook, etc. Il y a beaucoup de pourquoi seulement les femmes, pourquoi seulement dire que tous les hommes sont dégueulasses, sont horribles, etc. Tu vois. Et en fait, c'est comme ça qu'on l'a reçu. Il y a aussi d'abord une vague d'indifférence. Donc tu le sens, ça aussi c'est terrible, quoi. Tu te dis, bon, t'avances, mais tout le monde s'en fout. Il y a une seconde vague où ça y est, ça commence à prendre de l'ampleur. Et là, tu as une petite vague de haine quand même qui arrive avec des personnes qui vont faire exprès de venir un peu troller tes publications avec des commentaires dont tu n'as pas envie. Sur des groupes, etc., tu as toujours des arguments hyper sexistes. Mais on voit quand même que ça avance parce qu'à force de véhiculer des messages forts, de véhiculer des messages qui arrêtent en fait de victimiser les femmes, on voit que même les femmes, en commentaire, qu'elles soient engagées ou pas, elles se permettent de dire de recadrer un peu les personnes qui font des mauvaises remarques en fait. Et vraiment à Madagascar, le Facebook malgache, on peut le dire, tous les jours, il y a des pépites. J'en doute pas du tout. Et du coup là, en ce moment, donc là vous êtes combien? Vous êtes une équipe de combien de personnes là actuellement sur MWE? D'accord. Déjà, je suis hyper fière parce qu'en 2018, on était 5 et on s'est dit, oh, tout le monde s'en fout, encore une fois. Mais là, aujourd'hui, on est une vingtaine en France. Okay. Au Luxembourg, elle commence à constituer un bureau, donc là, elle est toute seule, mais je pense que facile, bientôt 5, 3-5. Et à Madagascar, on a le plus gros chiffre où on est à 200 au total. Je pense 200 au total du mouvement, mais 150, 170 bénévoles à Madagascar, quoi. D'accord. C'est juste énorme. énorme. Ok. Dernière question du coup par rapport à ça. Enfin pas dernière question, mais comment tu fais bon ok, j'ai compris du coup que t'avais une équipe en tout cas des bénévoles, d'environ 150 bénévoles à Madagascar, mais j'imagine que voilà, il y a des choses qu'il faut que toi-même, en tout cas tes membres de l'équipe fondatrice doit, on va dire, un peu plus gérer. Comment tu fais pour gérer la distance? Là, par exemple, pendant le Covid, comment vous avez fait? Ça, c'est une très bonne question parce que heureusement que Facebook existe. Aujourd'hui, tu peux envoyer des photos, tu peux leur envoyer des audios, tu peux leur envoyer des liens. Donc ça, ils sont quand même
ils sont quand même en contact avec toute l'activité qu'il y a à faire, etc. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai une référente là-bas à Madagascar avec qui je suis en contact tout le temps, voire vraiment toutes les semaines, on se fait un briefing, etc. Pour l'équipe de Madagascar, je suis dans des groupes, tout ça, donc j'arrive à voir. Et ce qui est bien, en fait, c'est que je pousse vraiment les bénévoles, les chargés de mission, les référentes à donner leur avis, mais vraiment un avis transparent. Et ça marche hyper bien, parce qu'à Madagascar, on a tendance, en fait, tu sais, à dire oui alors qu'on veut pas, à pas dire alors que ça nous dérange. Et ça marche pas dans une équipe. Donc, en fait... Dès le départ, je pose bien la base en disant restez sincère avec moi, ça va pas du tout à Madagascar, dites-moi. Et au moment du confinement, par exemple, on a beaucoup privilégié les activités en ligne. Donc c'est surtout ceux qui étaient en France, du coup, qui ont participé aux activités en ligne. Et à Madagascar, par souci de sécurité, etc., on les met pas du tout en position, on les met pas du tout en situation de danger, en fait. On se dit, ok, pas de souci, même si on met une pause sur les activités, on fait ce qu'on peut faire et s'il faut qu'on y va. Quand on y aille à 2 ou à 5, on ira, mais on n'y va pas à 10, 15, quoi, tu vois. Donc vraiment à la distance, je pourrais dire, c'est vraiment une question de méthode aussi, parce qu'il faut être hyper carré dans ce que tu demandes déjà. Il faut vraiment créer cette relation de proximité, et pas te dire, ok, moi je viens de France, je vais imposer des choses, tu vois, ça fonctionne pas du tout. Après, il faut vraiment cette proximité avec les gens, il faut pas hésiter à jouer sur la sincérité et la confiance, et après les activités marchent bien, quoi. Mais justement, cette référente-là, comment tu as fait pour la recruter, entre guillemets? Parce que si tu étais à Madagascar quand tu l'as recrutée, ou alors tu étais à distance? Parce que j'imagine, justement, c'est ta référente à Madagascar, elle représente un petit peu l'association, donc il faut de la confiance, et ouais, il faut beaucoup de confiance, et il faut faut se comprendre aussi. Donc comment tu as fait pour la recruter, en tout cas pour l'avoir dans ton équipe? On a commencé par poster sur les réseaux sociaux. On avait un tout petit peu peur, en effet, comme tu dis, parce que quand on a les gens à distance, après, on ne sait pas si sur place, ça se passe pas du tout comme ils ont dit en entretien. Donc, on a fait passer des entretiens, on avait les CV, les lettres de motivation, chose qu'on ne faisait pas des années avant, en fait. Maintenant, on le fait parce qu'on sait que l'engagement, c'est hyper important. Et ensuite, elle a vraiment suivi des formations avec moi, beaucoup d'appels. Je lui ai dit, tu sais, moi, je suis une personne comme ça. Carrément, je lui ai dit, voilà, moi, j'ai une certaine discipline dans ce que je fais. Si quelqu'un dévie, etc., je ne vais pas hésiter à lui dire, en fait, tu vois. Et dès qu'on a eu cette relation un peu, chacune est carrée, et chacune connaît sa place, et chacune sait ce qu'elle va faire, c'est parti, ça coulait de source, et on est vraiment des copines, quoi. D'accord. Même si on ne s'est jamais vu en physique, on se raconte nos vies, il n'y a pas de la magie des réseaux sociaux. C'est ça, je te jure. Ok, mais du coup, non, mais j'imagine que oui, parce que j'allais demander, cette discipline-là, tu l'as toujours eue, mais en fait, tu me dis là que tu étais sportive, donc j'imagine que tu l'as aussi acquis grâce au sport. Carrément, oui. Je dirais même que la base des bases pour moi, ça a été ça. C'est vraiment le sport, parce que derrière ça aussi, mon père nous a beaucoup poussé à respecter les heures d'entraînement. Il disait, il n'y a pas de souci, tu sors en boîte, mais demain, il y a entraînement. Donc là, à toi de choisir, à toi d'assumer à quelle heure tu rentres, est-ce que tu bois beaucoup, etc. C'était beaucoup ça, et je pense que c'est ça qui nous a beaucoup aidés, vraiment avec mes frères, je dirais. C'est que dans tous les projets, on est très persistant. Donc en fait, on se dit, ok, quand c'est difficile, on prend une petite pause, mais c'est pour mieux revenir, tu vois. Et ça, dans le sport, c'est pareil. Tout est dans l'entraînement, et ça dure que quelques minutes sur le tatami. Donc forcément, si tu passes des mois d'entraînement pour quelques minutes, donc c'est à toi de voir après sur place si ça aboutit ou pas, quoi. D'accord, ok. Du coup, maintenant, comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai vu que tu étais quand même quelqu'un de multitâche. Donc, à part MWE, j'ai vu que tu avais aussi un compte un peu plus orienté coaching business en ligne. Je sais pas comment tu l'appelles, 24HWD. C'est comme ça qu'on dit? C'est ça. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, HWD? Ouais. En fait, c'est 24 Hours with Dre, mais c'était long, tu vois. Et donc, j'ai dit, allez, je vais raccourcir, et puis, ça, un chiffre, des lettres, ça passe bien ensemble. Ah, with Dre, avec ouais, toi? C'est ça. Ah, d'accord, ok. Ok. C'est exactement ça.
Ok, et il y a aussi un autre compte qui, alors, il s'appelle catch.co, je crois, catch.com. Exactement. Comment tu as eu l'idée, déjà pour le premier, donc 20, attends, comment c'est quoi? 20, oh non, je sais plus. 24 hours. Voilà, 24 T'inquiète, hours. tu peux dire 24 HWD. Voilà, 24 HWD, ouais, moi et l'anglais, c'est pas ça. 24 HWD, comment tu as eu l'idée de faire ça, du coup, surtout en plus de ton activité sur NWE, parce que j'imagine que ça te prend quand même beaucoup de temps. Mhm. Comment tu fais, comment tu as eu l'idée de faire ce projet-là, Mhm. et ensuite comment tu gères, comment tu mènes les deux, comment tu fais pour mener les deux de front, les deux D'accord. projets. Alors, pour 24 HWD, en fait, c'est vraiment à la fin de mon master, j'ai commencé à chercher du travail. Donc, j'ai commencé à chercher, mais sans grande motivation, tu vois. Je cherchais pas suffisamment pour, voilà, pour obtenir un contrat tout de suite, quoi. Et j'avais vraiment besoin de cette pause, en fait, parce que j'ai beaucoup travaillé pendant mes études, les week-ends, le soir. J'avais vraiment des journées infernales. Et je me suis dit, ah, j'ai besoin d'une pause. Mais comment avoir cette pause, tu vois? Après, j'ai pu toucher le chômage grâce à mon alternance, puisque j'ai passé 2 ans en alternance, donc j'ai pu toucher le chômage. Et pendant le chômage, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, en fait, je suis quelqu'un qui est faite pour l'entrepreneuriat. Donc, oui, comment dire, oui, je travaillais bien en entreprise, j'étais bien en entreprise, mais je savais que c'était pas mon cœur de métier. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai créé 24 HWT, parce que je me suis dit, des gens comme moi qui sortent d'études et qui en savent rien, et qui ont peut-être envie aussi de se faire des sources de revenus à côté, en plus du travail, avoir des projets, même si c'est pas forcément lucratif, ou des choses comme ça. Donc 24 HWT, c'était un mélange de toutes ces réflexions-là. Et du coup, je suis freelance, donc c'est mon activité un peu... c'est ma vache à lait, quoi. C'est ce qui me rapporte de l'argent. MWE, c'est plus ce côté non lucratif, mais ça rapporte quand même. Pour l'instant, je fais ça parce que à terme, j'aimerais bien me consacrer à fond, avoir des salariés, etc. dans MWE aussi. D'accord. Et pour Catch, en fait, Catch, c'est à la base, c'est vraiment en lien avec mes études. Donc tout ce qui est cartographie, géomarketing, géographie, c'était vraiment en lien avec mes études. Mais finalement, j'ai eu un peu des péripéties parce que j'ai pas réussi à gérer au moment du mémoire, de l'alternance, ce truc. J'ai mis un petit peu en pause, mais là, je reprends doucement parce qu'en fait, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais je dirais plus un passe-temps à côté, finalement. D'accord. Et pour Catch, c'est toi qui détectes les adresses, ou c'est comment tu fais pour ou alors t'as des followers qui te donnent des adresses et toi tu les C'est ça. En fait, c'est un peu le mélange des deux. À la fois, c'est des gens qui me disent, ah ouais, tu sais, il y a une personne dans mon quartier qui vend des beignets, des brochettes, des choses comme ça. Tu devrais trop aller la voir. À la fois, ça peut être des groupes Facebook, en fait, mais sur Facebook, le problème, c'est que c'est déjà des gens qui sont un peu développés aussi déjà. C'est déjà des restaurants qui ont du capital, etc. Donc c'est un peu plus... c'est pas trop dans la cible du projet. Et sinon, à la base, je recherche beaucoup de bénévoles aussi qui sont dans la prospection, ou même si je peux faire des missions ponctuelles pour Catch, c'est comme ça qu'on trouve les adresses. D'accord, ok. Parce que c'est vrai, j'avais vu, je crois quand j'ai regardé le compte, j'ai vu que tu présentais un monsieur, enfin en tout cas un vendeur de coubes. Je me suis dit, je vais peut-être aller là-bas quand j'irai cet été. Carrément, oui. Lui, par exemple, c'était le vendeur de coubes de mon enfance, quoi, tu vois. Ah, et c'est d'accord. un peu comme ça l'objectif de Catch, c'est un peu de se rappeler des gens, en fait, qui ont toujours fait goûter. Et qui n'ont pas vraiment évolué avec le temps, qui ont toujours la même devanture, les mêmes clients, le même couple, la même quantité à vendre, tu vois. Et c'est un peu l'objectif de les pousser à grandir un peu plus. Ok. Et enfin, j'ai aussi vu que récemment tu t'es lancé sur YouTube. En fait, tu fais plein de choses. D'où t'es venue l'idée de YouTube pour le coup? Parce que là, ça n'a rien à voir. Pour le coup, Ouais, c'est clair. YouTube, c'est complètement autre chose. C'est un peu plus, on va dire, lifestyle. C'est ça. En fait, chez personne, j'arrive pas à faire une chose. Genre j'ai tout le temps envie de faire plein de choses. Et le truc, c'est que je pense que je suis vraiment bâtie comme ça. J'ai essayé de me focus un peu sur une chose ou deux. J'arrive pas. Et du coup, en fait, par exemple, sur YouTube, je me suis lancée parce que
parce que j'ai toujours aimé faire des blogs. En 2015, j'en avais un pour les étudiants malgaches à l'étranger. Après, j'ai arrêté parce que j'avais du mal à concilier un peu les passions et tout. Mon travail, mes études, c'était vraiment très compliqué. Et puis un jour, j'ai eu le matériel et un jour, je voulais exprimer ma créativité. Et ben, un jour, j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Voilà. Mais est-ce que tu penses justement que c'est ce côté où tu veux faire plein de choses qui fait que tu es entrepreneur actuellement? Parce que, enfin, je sais pas, mais je sais pas ce que tu en penses, mais en étant salarié, justement, c'est ce que tu dis, hein, c'est que tu fais un truc et tu te contentes sur ton truc. Et là, quand tu es entrepreneur, tu peux explorer toute ta créativité. C'est ça. Mais c'est ça, hein, c'est ça qui est un peu frustrant parce que à la fois, je pensais que j'étais vraiment faite pour faire même carrément de la fonction publique, hein, territoriale. Travailler en commune, en département, ici, etc. Je pensais exactement que c'était ça mon truc. Mais en fait, en réfléchissant, je me suis dit, en fait, c'est plus frustrant qu'autre chose pour moi de devoir un peu, justement, enfermer ma créativité parce que derrière tout ça, j'aurais un peu des obligations à chaque fois, tu vois. J'aurais des choses à rendre, et j'aurais pas le temps pour moi. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, l'entrepreneuriat, c'est top parce qu'en plus... si j'ai la méthode, je peux réussir. Et comment elle a pris ta famille, en tout cas ton entourage? Parce que c'est pas... Enfin, à Madagascar, l'entrepreneuriat, je pense que ça se développe un petit peu plus maintenant avec notre génération, mais enfin avant, c'était... Enfin, moi, je sais que ma mère, c'était... L'idéal pour ma mère, c'était pour moi, c'est tu fais tes études, ma fille, et après, tu vas dans la fonction publique, quoi. La fonction publique, c'était le Graal. Comment ton entourage l'a pris, là, quand tu t'es dit, ah, bah, en fait, je vais monter une association, je vais faire ma petite entreprise. Bah, j'ai quand même de la chance parce que mes parents sont entrepreneurs. Ah, d'accord. Et en fait, ils ont travaillé un moment à Madagascar, ils étaient salariés. Et puis, au bout d'un moment, ils ont décidé en fait de faire complètement quelque chose qui n'a rien à voir. Ils ont ouvert un restaurant. Et après, quand notre restaurant a brûlé en 2009, ils ont ouvert une cantine et une cafétéria, quoi. Et du coup, en fait, cet esprit-là de mes parents, beaucoup dans la résilience, beaucoup dans OK, c'est très difficile aujourd'hui, mais demain, ça ira mieux. Ça m'a beaucoup motivée, en fait, à entreprendre. Au début, ce qui a été un peu paradoxal, c'est que mon père a quand même eu peur, parce qu'avec le contexte du Covid, il s'est dit, en vrai, la stabilité avant tout, quoi. Et du coup, il a eu un tout petit peu peur, mais à force de le rassurer, tu sais, même sur les papiers, les sous, les trucs comme ça, il s'est dit, oh, bah oui, en fait, je crois que c'est ton truc, quoi. Ouais. Ok, et du coup, là, du haut de tes 24 ans, au vu de ton parcours, donc Madagascar, arrivé ici, ton entreprise 24HWD et MWE, plus Catch aussi, et YouTube. En tout cas, tout ça. Si tu prends un peu de hauteur, c'est et que tu avais la possibilité de parler à la petite Audrey, je dirais, celle qui, on va dire celle qui est sur le point de partir en France, qu'est-ce que tu lui dirais? En plus, c'est drôle que tu demandes ça parce que j'ai eu beaucoup de problèmes pour partir. Mon nom de famille, il était faux dans mon livret de famille, il fallait faire passer par le tribunal, etc. J'étais à 2 doigts de pas partir, en fait. Et j'ai commencé un peu à abandonner, quoi, tu vois. Et c'est là où vraiment mes parents, ils m'ont dit, non, non, si t'abandonnes maintenant, là-bas, c'est fini, quoi, tu vas pas y arriver. Et là, je me suis dit, ah, c'est vrai que quand on dit ça, on a tendance justement à vite abandonner, etc. Mais heureusement qu'ils m'ont beaucoup poussée. Mais sinon, à Audrey, la petite, il y a 10 ans, ben ouais, j'avais 14 ans quand même. Voilà, je dirais que elle aurait vraiment cru, elle m'aurait cru, elle m'aurait dit, ok, tu vis des choses comme ça, c'est top, mais elle n'aurait jamais imaginé que ça aille aussi loin. Je pense pas qu'elle se dise qu'il y ait autant de choses déjà et que ça a une ampleur vraiment comme aujourd'hui. Les gens que j'ai rencontrés, les choses que j'ai fait, la visibilité, vraiment, même moi, j'étais pas prête. Hein. Là, il y a quelques années, j'étais pas prête. Et je pense que avant, elle se serait dit, ok, c'est vraiment la meilleure version de moi-même que j'ai toujours imaginé avoir. Être, voilà, la meilleure version. Je pense qu'elle se serait dit ça. Vraiment parce que c'était difficile, hein.
Parce qu'à 14 ans, j'avais j'avais des problèmes mentaux un peu, tu vois. J'étais déprimée assez tôt. J'étais, enfin, diagnostiquée un peu déprimée assez tôt. J'étais anxieuse. Je faisais des crises d'épilepsie, des choses comme ça. J'étais assez malade quand j'étais au début collège. Et vraiment, avec le temps, j'ai été moins performante à l'école par rapport à avant. J'avais moins d'âge, j'étais moins concentrée. J'ai vraiment commencé à perdre un peu, tu vois, ce mental de battante. Et vraiment, en grandissant, je l'ai retrouvé petit à petit. Donc, je pense qu'elle serait assez fière en se disant, quand même, on arrive quand même à traverser tout ça, quoi. Est-ce que tu sais si elle y aurait cru? Genre à 14 ans, tu lui dirais, mais en fait, à 24 ans, tu seras à la tête d'une grande association, voilà, tu travaillerais à ton compte, voilà, il y a beaucoup de malgaches qui te connaissent. Est-ce que tu penses qu'elle y croirait si tu lui disais ça? Ben, je pense que oui, parce que voilà, il y a le rêve aussi, il y a toujours eu ce rêve d'être chef d'entreprise, d'avoir ses choses à son compte, etc. Et un peu non, parce que moi, au collège, je dirais que j'étais dans mon coin, j'étais beaucoup dans mes passions aussi, comme dans le taekwondo, dans les études, j'adorais ça, quoi. J'adorais travailler, rester dans mon coin un peu. J'avais mon copain de l'époque, donc je me serais dit, mais non, mais là, on est déjà bien, en fait. Tu vois, c'est pas plus que ça, quoi, tu vois. Ok. Et du coup, là, bah, je pense que je me doute un peu de la réponse, mais je peux quand même poser la question. Du coup, là, avec le recul, est-ce que si tu pouvais changer quelque chose, tu changerais quelque chose? Ou alors tu te dis, bah non, c'est ma vie, je l'ai vécu comme ça et ça me va. Ok. Moi, je dirais quand même que j'aurais changé. Tu vois, j'aurais préféré couper les ponts avec certaines personnes plus tôt. Parce que ça crée un manque de confiance en toi et qui d'ailleurs te ralentit dans les projets. Ça brise quelque chose en toi quand même et je pense qu'on peut s'en passer, quoi. On peut se passer de tout ce qui est trahison, tout ce qui est... Voilà, enfin, je dirais toxicité dans les amitiés, etc. Je dirais c'est vraiment certaines fréquentations que j'aurais préféré m'en défaire plus tôt. Mais après, voilà, comme tu dis, la vie est quand même bien faite, t'en apprends toujours, tu sais qui t'as envie d'avoir près de toi, et surtout quand tes projets avancent, il faut vraiment avoir un entourage qui est fort et en qui t'as confiance, parce que vraiment, tout ce qui est jalousie, hypocrisie, insécurité chez les gens, ça va vite. Oui, j'imagine. Après, c'est comme tu dis, c'est aussi comme ça qu'on apprend et au fur et à mesure, voilà, ces gens-là partiront d'eux-mêmes ou alors c'est ça. Nous-mêmes on aura le déclic de en fait il faut que je me débarrasse de cette personne. C'est ça, t'as tout dit. Et moi j'ai tendance un peu à, tu sais, à me dire ah oui, on peut y arriver, c'est réparable. Allez, on se pardonne. Après finalement, dommages collatéraux, hein. C'est ça. Ok. Aujourd'hui, là, maintenant, si moi j'étais un génie et je te disais, alors c'était pas prévu, mais du coup je suis inspirée, si je te disais, je peux accomplir 3 vœux pour toi, enfin, je peux exaucer 3 de tes vœux. Qu'est-ce que ça serait, 3 vœux? 3 vœux? Waouh. J'y ai un peu pensé quand même. Ah, bah parfait. Alors déjà, franchement, moi j'aimerais vraiment avoir cette stabilité financière, je dirais même cette pérennité financière, parce que on est toujours face à des initiatives qui ont peu de moyens. Et à Mada, il y a des gens qui ont des idées incroyables, il y a des ingénieurs, il y a vraiment des informaticiens qui sont bons, etc. Et ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens pour s'épanouir, pour vraiment montrer leur potentiel à l'international, tu vois. Et moi, derrière tout ça, j'aurais vraiment aimé vraiment cette pérennité financière pour financer d'autres choses, quoi. Autre chose que mes projets à moi. Déjà, financer les miens, bien évidemment. Et après, financer ceux des autres, tu vois. Ouais. Les initiatives qui comptent. Après, le second vœu que je ferai, c'est que mon pays aille mieux. Vraiment, c'est un vœu parce que déjà, même en termes de gouvernance, ça va pas du tout. En termes d'environnement, on est vraiment en train de vivre en réel le réchauffement climatique et c'est horrible parce que toute la population en pâtit et surtout la population vulnérable.
Et ça se voit de plus en plus. Et il y a ça. Et le troisième vœu, c'est que j'aimerais vraiment pouvoir faire ce que je veux avec mes proches. J'aurais vraiment aimé ça, quoi. De me dire que mes parents là-bas ils ne galèrent pas un moment parce que le Covid est trop... Voilà, il y a trop de Covid, etc. Que mes proches, etc., mes amis aussi qui vivent des choses difficiles puissent mieux vivre, tu vois. Et ça, c'est important parce que, comme je t'ai dit, au bout d'un moment, ton entourage, il devient fort, t'as confiance, tout ça, donc tu penses plus qu'à toi, quoi. Tu penses aussi beaucoup à ton entourage et que ça aille mieux pour tout le monde. Voilà. Oh bah top. Écoute, je suis pas un génie, mais j'espère pour toi que ça se réalisera. Je te jure. En tout cas. Alors, on arrive à la fin, enfin quasiment à la fin du podcast. Avant de terminer, on va conclure par une avant-dernière question. Enfin, conclure. Bon, c'est pas une conclusion du coup, mais est-ce que tu peux nous parler d'une dernière découverte que tu as faite, enfin une découverte drôle ou enfin peu importe, en tout cas quelque chose qui t'a marqué. Ok. Alors j'hésite entre deux choses parce que là tu m'as dit drôle, donc ça fait pas longtemps que je suis rentrée dans le monde de TikTok. Ok. Et franchement, j'ai envie de le dire, tous ceux qui ne sont pas sur TikTok ratent quand même quand t'as un bon algorithme, tu vois. Il y a tellement de... En fait, je me dis, c'est tellement plein de cerveaux qui ont créé en 30 secondes, 60 secondes des choses incroyables. Et je trouve que TikTok, c'est devenu vraiment un monde à part. Après, un truc plutôt sympa que j'ai découvert la semaine dernière, c'était une exposition d'artistes féministes africaines. Et en gros, c'était au musée d'art moderne de Paris, donc c'est à Trocadéro, au côté de Trocadéro. Et en fait, ça m'a beaucoup marqué parce que je trouve que la qualité de l'exposition, elle était vraiment ouf, quoi. Tu te dis, purée, des artistes féministes africaines qui arrivent à produire des choses aussi... de qualité comme ça, c'était vraiment c'est beau à voir et il faut aller le voir. Après, il y avait beaucoup de sujets tabous aussi autour de la femme africaine et elles ont justement mis le point sur le fait que les gens pouvaient leur reprocher d'avoir fait une exposition non mixte, donc juste elles en tant qu'artiste féministe. Et je trouve que c'est hyper bien justement de mettre le point dessus en disant on n'a pas toujours besoin d'être mixte, on n'a pas toujours besoin d'inclure les autres genres, les autres sexes, le sexe masculin en fait dans tout ce qu'on fait, tu vois. Et ce qu'elle produisait, c'était tellement franchement c'était beau, quoi. C'était tellement beau que je me suis dit c'est inspirant, quoi, de voir que vraiment ça vient de femmes africaines qui viennent faire des expos. Et c'est une expo permanente ou pas? Parce que du coup, je me dis, est-ce que peut-être que nos auditeurs peuvent y aller s'ils sont intéressés? C'est temporaire, allez-y tout de suite à la suite de... Ok, bon si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à y aller, ne tardez pas. Bon, le podcast sortira le 4 juillet, donc je sais pas si à ce moment-là... trop bien. Ok, dernière question, et pour conclure, est-ce que tu as un message aux personnes qui comme la Audrey de 14 ans avait un rêve, et qui, à cette époque-là, voilà, ils avaient qui ont quelques soucis, ou en tout cas, voilà, n'osent même pas imaginer réaliser leur rêve. Est-ce que tu as un message pour ces jeunes-là, pour les inspirer, pour leur donner la motivation? Déjà, j'aimerais dire quand même qu'il y a beaucoup de gens privilégiés. Donc moi, je suis toujours la privilégiée de quelqu'un d'autre aussi. Mais il y a beaucoup de gens privilégiés, tu sais, qui font croire aux gens que il n'y a que le travail, que le machin qui permet en fait d'arriver à atteindre ses rêves. Et derrière tout ça, il y a une vraie réalité parce que toi, quand t'es pas privilégié, t'es obligé de travailler à côté de tes études, t'es obligé tu rentres pas tout le temps à Madagascar. Ça aussi, il faut se le mettre dans la tête. Tu peux pas peut-être lancer tes projets comme tu voudrais parce que tu dois d'abord penser à toi. Et ça, déjà, c'est pas grave. C'est pas grave de se dire d'abord je pense à moi, je pense à m'en sortir avant de créer des projets. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Après, maintenant, le vrai message, c'est que il faut y croire malgré les obstacles. Vraiment, il faut y croire parce que tous les amis que j'ai autour de moi ont vécu des choses difficiles en France, ont vécu des choses inimaginables et
ils arrivent quand même à s'en sortir. À un moment, tu vois la lumière au bout du tunnel. Il faut croire en vous avant tout et avant de croire en vos projets. Donc ça, c'est important parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, avant de monter sur le tatami, il faut gagner d'abord dans sa tête et il faut s'ouvrir à toutes les possibilités qui s'offrent à vous et il faut se lancer parce que personne n'est jamais prêt. Personne n'est jamais prêt à se lancer au début et il faut se lancer. C'est pas grave si ça marche pas. Et c'est super si au bout d'un moment ça marche. C'est tout. C'est tout. C'est ce que je dis. J'adore. Ah, génial, merci. C'est ça J'adore le time message. power. C'est trop bien. Ok, bon bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour ces beaux messages et franchement bah, même moi j'ai beaucoup appris hein, par rapport à la résilience, le fait de voilà de toujours y croire, de bien s'entourer aussi, c'est super important, la discipline, enfin voilà, il y a pas mal de beaux messages que tu as véhiculés, donc merci beaucoup Audrey. Ah, mais c'était un plaisir. Hein, et encore une fois, merci d'avoir été la première invitée de ce podcast, en tout cas. Non, mais c'est un plaisir et c'est vraiment un plaisir de pouvoir être la première. Je suis vraiment contente que tu m'aies contactée parce que tes questions sont elles sont hyper ouvertes. Tes questions permettent vraiment de réfléchir quelque part aussi à sa perception qu'on a de sa propre vie. Et je pense que c'est hyper important parce que, comme je t'ai dit quand t'es arrivée, etc., c'est que peut-être que moi, j'ai un grand frère qui était là, donc qui m'a beaucoup appris aussi sur la vie. Mais pour toutes ces personnes qui n'ont pas de frères et sœurs en France, qui sont toutes seules, qui n'ont pas de famille, etc., eh ben, c'est bien que tu leur offres cette tribune justement pour qu'ils puissent être inspirés et qu'ils y croient. Et qu'ils ne se sentent pas seuls. Ok, bon, bah, écoute, merci beaucoup. Et voilà. J'espère que tout comme moi, vous avez apprécié cet échange et que cet épisode vous aura beaucoup apporté. En tout cas, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à consulter les notes du podcast pour retrouver les différents réseaux sociaux d'Audrey. Et vous y trouverez également le lien vers l'exposition qu'elle a évoquée. Et si vous êtes en région parisienne ou de passage cet été et que vous êtes intéressé par cette exposition, celle-ci sera présente au Musée d'Art Moderne de Paris jusqu'au 22 août. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.